Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques. Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous sommes au module 3, étude d'une nouvelle fantastique. La séquence 4, c'est la dernière séquence de ce premier module du second semestre, la clôture d'un récit fantastique. Il s'agit ici d'une activité de lecture, étude du dénouement du Chevalier double de Théophile Gautier. Bien. Alors, l'objectif que nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est étudier la clôture d'un récit fantastique. Alors, ce qu'on veut dire par clôture, tout simplement, c'est-à-dire par quoi se termine ce récit fantastique, autrement dit, dans notre cas, le Chevalier double. Donc, quelle est la fin de l'histoire, comment se termine-t-elle, etc. Bien. Alors d'abord, on va faire donc une mise en situation pour faire un rappel des acquis précédents, ce que nous avons déjà vu dans les autres séquences. Alors, remettez en ordre les phrases suivantes suite à votre lecture des passages précédents. A. Oluf appelle son écuyer, Dietrich, pour lui sceller son cheval. Edwige donne naissance à un enfant. Oluf rend visite à Brenda, sa bien-aimée. Cet enfant a un caractère bien étrange. Brenda apprend à Oluf qu'il est toujours accompagné d'un chevalet à l'étoile rouge. Un maître chanteur visite le château du comte Lodbrok. Bien. Donc ce sont des événements, mais ce sont des événements en désordre. Donc on va essayer de les remettre en ordre. Donc à vos devoirs, bien sûr, de réfléchir un petit instant. Voilà, vous avez déjà certainement lu la nouvelle, et donc on va essayer de voir quel événement précède l'autre, etc. Bien, réponse. Alors vous savez donc au début de la nouvelle, dans l'incipit, donc un maître chanteur visite le château du comte Lodbrok. Donc comte ici c'est avec C-O-M-T-E, donc il n'y a pas de P, je m'excuse pour l'erreur. Edwige va donner naissance à un enfant, donc après le départ du maître chanteur. Cet enfant, donc remarquez ici un enfant, cet enfant, on reprend le terme enfant, a un caractère bien étrange. C'est un enfant qui a un caractère double, d'accord, tant au niveau physique qu'au niveau comportemental. Oluf appelle son écuyer Dietrich pour lui sceller son cheval. Voilà, donc Dietrich, c'est un personnage, c'est l'écuyer d'Oluf. Pourquoi faire? Pour rendre visite justement à Brenda qui est sa bien-aimée. Alors, Brenda, bien sûr, apprend à Oluf qu'il est toujours accompagné d'un cheval à l'étoile rouge. Et c'est pourquoi, donc, il lui demande de se débarrasser de ce personnage. Il ne peut pas se marier avec deux hommes à la fois. Bien. Alors, il y a plusieurs façons de conduire cette lecture. Mais on va commencer par des hypothèses de lecture. On va se poser quelques questions. Voilà. Que se passera-t-il à la fin de l'histoire? Ce qu'on a déjà dit. Quel est le dénouement de l'histoire? Quels éléments sont mis en valeur dans cette fin d'histoire? L'issue ou bien la fin de l'intrigue ou de l'histoire, est-ce qu'elle est fantastique? Donc on va essayer de lire la nouvelle, d'accord, et de répondre à ces questions. Ça peut nous aider à voir un peu les axes de lecture les plus importants. Alors, ce qui paraît opportun, c'est de travailler d'abord sur l'atmosphère inquiétante, c'est-à-dire l'atmosphère qui règne à la fin de ce passage, de travailler également sur une scène très importante, c'est le combat à mort entre le chevalier à l'étoile verte et le chevalier à l'étoile rouge, et bien sûr là, la fin de l'histoire, c'est-à-dire après ce qu'on appelle la situation, le dénouement et la situation finale. Est-ce que vraiment on peut dire que c'est une fin fantastique? Là, c'est une question un peu ouverte, donc c'est à vous de justifier la réponse après. Alors, on va commencer par une ambiance inquiétante. Alors, voici donc le texte en question. La tempête était des plus violentes, la neige tourbillonnait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. Une spirale de corbeaux, malgré les abois de Fenris et de Murg,
qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyaient sinistrement au-dessus du panache d'Oluf. À leur tête était le corbeau luisant, comme le jet, qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Fenris et Nörg s'arrêtent subitement, leurs naseaux mobiles hument l'air avec inquiétude, ils subodorent la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup, ni un renard. Un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour ces braves chiens. Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de 2 chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Oluf. Il était armé exactement de même, avec un surcot historié du même blason. Seulement, il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des 2 chevaliers reculât. « Seigneur Oluf, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend. Il faut que j'arrive. Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés, répondit Oluf en portant la main sur la garde de son épée. Bien. Un petit questionnement, donc, repérer pour interpréter. Consigne, relever les indices qui mettent en valeur une atmosphère inquiétante. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui créent un peu cette atmosphère d'inquiétude, de fantastique en général. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le climat fantastique. Alors, quels sont les indices qu'on peut relever dans le texte et qui peuvent nous aider à dire que vraiment il y a un climat fantastique? La tempête. Et la tempête était des plus violentes. Là, bien sûr, on amplifie un peu, cet élément-là. Donc, la tempête était plus violente. La neige tourbillonnait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. Donc là, vous remarquez que vraiment, la tempête, la neige, c'est un décor fantastique. Le corbeau. Dans les histoires, les contes merveilleux par exemple, dans des films également, on peut remarquer que le corbeau, ça représente, bien c'est une sorte d'incarnation du mal. Donc, dans le texte, on a une spirale de corbeaux, voilà, malgré les abois de Fenris et de Nörg, qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyaient sinistrement au-dessus du panache d'Oluf. À leur tête, qu'est-ce qu'on trouve? Le corbeau luisant, comme le jet, qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Et ça, on l'a déjà vu dans l'Incipit. D'accord? Donc vous avez un climat, vous avez donc un animal réputé, comme incarnation du mal. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle l'imminence du danger, c'est-à-dire qu'il y a un danger qui est proche, un danger qui est sur le point d'arriver. Alors Fenris et Nörg s'arrêtent subitement, leurs naseaux mobiles hument l'air avec inquiétude, ils subodorent la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup, ni un renard. Un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour ces braves chiens. Donc là, on a l'impression qu'il y a un danger qui s'approche petit à petit. Qui est deviné qu'il y a un danger qui s'approche? Ce sont les chiens d'Oluf. Avec leurs naseaux, bien sûr, ils ont humé la présence de quelques dangers quelque part. Voilà, donc remarquez le terme inquiétude qui est mis en valeur ici. Donc on est vraiment dans une scène, ou bien dans une ambiance inquiétante. Alors, à partir de là, il y a ce qu'on appelle une apparition. Et cette apparition est pour le moins étrange. Un bruit de pas se fait entendre et bientôt paraît, au détour du chemin, un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de 2 chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Oluf. Il était armé exactement de même, avec un surcot historié du même blason, seulement il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. Là, remarquez, cette apparition est très importante dans la mesure où il nous fait voir un autre thème fantastique, c'est le thème du double, de quelqu'un qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. La seule différence entre ces 2 personnages, c'est tout simplement l'un qui porte une plume rouge et l'autre qui porte une plume verte.
Donc là, c'est une apparition vraiment étrange. Bien. Donc, à ce stade de l'analyse, nous allons prendre des notes. Quels sont les procédés qui évoquent une ambiance inquiétante? Parce qu'on a vu ensemble, on peut ajouter d'autres éléments. Alors, bien sûr, il y a l'exagération. On l'a déjà vu avec la tempête était des plus violentes. Là, on amplifie la violence de la tempête. Le présent de narration. Alors, le présent de narration, ce n'est pas un présent qui indique le moment où l'on parle, c'est-à-dire au présent, mais plutôt c'est un présent qui a la valeur d'un passé. Et ce présent, justement, il a une valeur, qui fait voir un peu les choses comme se produisant devant nous. Donc ça donne l'impression de réalisme un peu. Donc, Morgue et Fenris s'arrêtent subitement. Donc, remarquez le verbe s'arrêter, il est conjugué au présent, mais il a une valeur de passé pour rendre les choses plus vivantes, plus intéressantes. La présence des sensations également. Dans un récit fantastique, les deux sensations dominantes sont la sensation visuelle et la sensation auditive. Un bruit de pas se fait entendre et bientôt paraît. Donc vous avez le terme bruit, sensation auditive, et vous avez paraît, sensation visuelle. Alors, ce qui est créé dans le passage aussi, il y a un effet d'attente, ce qu'on appelle le suspense. Ce n'est pas un loup, ni un renard, donc là, on joue sur, l'impression de vague, de manque de netteté, voilà, pour donner un peu plus de curiosité, ou bien pour susciter plus de curiosité chez le lecteur. Et finalement, on a le thème du double, vous l'avez, c'est-à-dire que l'apparition en question, c'est sous forme d'un chevalier qui ressemble à Oluf. Donc là, ce sont des éléments qui créent donc cette ambiance, ou bien cette atmosphère d'inquiétude. Voilà, donc on passe à autre chose. Alors justement, donc l'apparition d'un chevalier qui ressemble à Oluf, mais qui s'en distingue par sa plume rouge, qu'est-ce qui va s'en suivre après? Et bien sûr, il y aura un combat à mort. Alors je vais lire le texte. L'inconnu tuera la sienne, c'est-à-dire son épée. Et le combat commença. Les épées, en tombant sur les mailles d'acier, en faisaient jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes. Bientôt, quoique d'une trempe supérieure, elles furent ébréchées comme des scies. On eût pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletante pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux, animés de la même rage que leur maître, mordaient à belles dents leurs coups veineux. Et, s'enlevaient des lambeaux de poitrail, ils s'agitaient avec des soubresauts furieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme de poings fermés, ils se portaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Donc vous remarquez ici qu'il y a un combat. Ce n'est pas un combat facile, c'est un combat décisif entre deux chevaliers. Et on a ici l'image d'un combat vraiment très dur, un combat de fer justement. Les gouttes de sang, suintant à travers les écailles imbriquées des armures et tombant toutes tièdes sur la neige, y faisaient de petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible, tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées. Les deux chevaliers étaient blessés. Chose étrange, Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu, il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur, et pourtant sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit du cœur. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras droit, singulier duel, où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Donc ça, c'est la partie dans laquelle on parle du combat à mort. Alors, donc, comme d'habitude, on va repérer pour interpréter.
Il s'agit bien sûr d'un combat de fer. Remarquez un peu les mots utilisés dans le passage. Ils sont soulignés. Épée, acier, vous avez scie, vous avez forgeron, vous avez fer. Donc c'est le champ lexical du fer. Là, ça montre un peu la dureté ou bien le caractère très fort de ce combat, justement. C'est un combat qui, au contact du fer avec le fer, on a des étincelles qui pétillent, donc pour montrer à quel point ce combat est violent, justement. Alors, il s'agit également d'un combat de sang, c'est-à-dire que la notion de sang, donc, qui indique les blessures faites par les coups mutuels des deux chevaliers, donc, et ça rejoint toujours l'idée de la force, ça rejoint toujours l'idée de la force du combat. Les gouttes de sang, marqué gouttes, sang. Vous avez donc, vous avez remarqué ici la neige, il faisait de petits trous roses. Ce rose qui contraste avec la blancheur de la neige, justement. Les gouttes aussi, et bien sûr le mot blessé. Donc il s'agit d'un combat de fer et aussi d'un combat de sang. Bien. Alors, il y a également un élément qui est très important dans l'analyse de ce combat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la mise en scène de l'horreur, la mise en scène de l'épouvante. Alors remarquez, le narrateur nous montre un peu des scènes qui sont pleines de violence et qui suscitent bien sûr l'horreur. Alors remarquez, on va lire ce passage et vous allez remarquer que les passages soulignés, ils montrent bien cette idée. Les chevaux qui sont animés de la même, la rage, mordaient à belles dents, leurs coups veineux, s'enlevaient des lambeaux de poitrail, donc c'est dur à voir, d'accord. Les soubresauts qui sont furieux, les coups, comment sont caractérisés les coups? Ils sont terribles, d'accord. Et leurs cavaliers martelaient affreusement, c'est-à-dire d'une façon affreuse, par-dessus leur tête, voilà. Les chiens qui n'étaient que quoi? Que morsures, c'est-à-dire les chiens se mordaient les uns les autres, et qu'un hurlement, donc, vous connaissez un peu, donc, quand ils sont mordus, donc les chiens commencent à hurler, donc ça crée donc une scène vraiment d'horreur. Bien. Une chose étrange, justement, Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid, marqué ici. Il sentait les coups qu'il portait. Alors, le chevalier à l'étoile verte qui donne un coup au chevalet, voilà, et c'est lui-même qui ressent le coup. Donc c'est une chose qui est un peu étrange, voilà, mystérieuse. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, par exemple. Singulier duel. Remarquez un peu la conclusion que tire le narrateur. C'est un singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu. Vainqueur qui s'oppose à vaincu, c'est-à-dire celui qui est sur le point de gagner, lui-même, il sent qu'il est touché. Voilà. Et remarquez, donner et recevoir était une chose indifférente, puisque je peux donner un coup et je sens que c'est moi qui le reçois. Ben, c'est ce que veut dire ici le narrateur. Bien, nous allons prendre des notes, comme d'habitude. Des procédés pour mettre en valeur le combat. Alors, vous avez remarqué, on l'a déjà vu, le lexique du fer, le lexique du sang, la comparaison. Alors, vous avez, au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible, on aurait dit que c'était un crible, tant les gouttes tombaient, fréquentes et pressées, se servant de leurs sabots comme des poings fermés. Il y a la notion de contraste, alors d'opposition si vous préférez le terme, c'est un singulier duel où le vainqueur, comme on vient de le dire, il souffrait comme le vaincu. Et remarquez ces deux verbes qui sont opposés, donner, recevoir, c'était la même chose, c'est pourquoi il dit c'était une chose indifférente. L'expression de l'horreur, on l'a déjà vu aussi, avec des mots qui amplifient un peu cette sensation d'horreur, affreusement, mordait à belles dents, morsure, hurlement, etc. D'accord? La fin de la nouvelle. Ramassant ses forces, Oluf fit voler d'un revers le terrible homme de son adversaire. Oh terreur! Que vit le fils d'Edwige et de Lodbrog? Il se vit lui-même devant lui. Un miroir, remarquez le thème du double, eût été moins exact.
Il s'était battu avec son propre spectre. Avec le chevalier à l'étoile rouge, le spectre jeta un grand cri et disparut. La spirale de corbeaux remonta dans le ciel et le brave Oluf continua son chemin. En recevant le soir à son château, il portait en croupe la jeune châtelaine qui cette fois avait bien voulu l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là, il s'était décidé à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le cœur d'Oluf. Cet aveu qui coûte tant à la pudeur. La nuit était claire et bleue. Oluf leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte, le rouge avait disparu. En entrant, Brenda, toute heureuse de ce prodige qu'elle attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Oluf que le jet de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation céleste. Le vieux Lodbrog, en sourit d'aise sous sa moustache blanche, au fond de son tombeau, car, à vrai dire, quoiqu'il n'en eût rien témoigné, les yeux d'Oluf l'avaient quelquefois fait réfléchir. L'ombre d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur, Lodbrog, a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incube. Et bien sûr, vers la fin, tout à la fin, cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement quand même. Vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée, l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un cygne, un bel oiseau au bec jaune, qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Bien. Cette fin de nouvelle est un peu spéciale. Il y a d'abord l'issue du combat. Donc l'issue du combat, on la connaît, c'est la victoire d'Oluf sur son ennemi, la victoire du chevalier à l'étoile verte sur le compte du chevalier à l'étoile rouge. Donc on l'a déjà vu. C'est un combat contre soi-même. Est-ce qu'il y a vraiment un chevalier à l'étoile rouge? Reste à savoir. Il s'était battu avec son propre spectre, si vous préférez, avec son propre fantôme. Voilà, donc c'est un combat entre soi-même, entre la partie qui exprime le bien et la partie qui exprime le mal. Mais surtout, ce qui est très important ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'art du conte. Là, on a l'impression qu'on n'est pas dans une nouvelle fantastique, mais elle dépasse le fantastique à la fin vers une légende, vers un conte, vers le merveilleux tout court. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende, donc là, c'est comme s'il s'agissait d'une légende que le narrateur nous a tout simplement racontée, d'accord? Donc là, l'art du conte, à la fin, le narrateur s'exprima au lecteur, qu'il soit de jeune femme ou bien de jeune fille. Bien. Prolongement possible. Donc nous avons travaillé 3 axes de lecture. Donc l'ambiance inquiétante, le combat à mort et la fin fantastique. D'accord. Pour des prolongements possibles, on peut vous demander, par exemple, de rédiger une synthèse de lecture. Alors, c'est quoi une synthèse de lecture? Dans cette partie-là, on a pris des notes, donc chaque axe de lecture à peu près. Il s'agit de rassembler ces notes et de les mettre sous forme d'un texte qui est sous forme synthétique. Donc, on a fait l'analyse. Maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle la synthèse. Bon, ça, c'est un prolongement qui est possible. Nous avons un deuxième prolongement qui est très important aussi, c'est d'établir une fiche de lecture. Alors, dans cette fiche de lecture, par exemple, je vais chercher qui est l'auteur du texte. Je peux lire d'autres nouvelles, pas seulement Le Chevalier d'Aube, mais d'autres nouvelles aussi. Je peux chercher donc l'auteur, c'est qui sont les personnages, quels sont les lieux évoqués, quels sont les événements. Donc, je vais citer les événements de la situation initiale à la situation finale, en passant par
le nœud, les péripéties et le dénouement. Rappelez-vous le premier exercice qu'on a fait de remise en ordre, c'est à peu près comme ça. Surtout, c'est une partie qui me paraît très intéressante, c'est d'apprécier ce que j'ai lu. C'est-à-dire encore de dire ce que j'ai aimé en lisant cette œuvre, quels sont les points que j'ai aimés, j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela, quel personnage j'ai adoré, voilà, etc. Et bien sûr, vous justifiez comment dire, la réponse, mais également, vous allez dire ce que tu n'as pas bien apprécié. Voilà, tu n'as pas aimé ce côté de l'histoire, tu n'as pas aimé le comportement de tel ou tel personnage, etc. Donc on appelle ça une fiche de lecture, on peut la faire pour le Chevalet double, comme on peut la faire pour d'autres récits fantastiques.